Ce balado est propulsé par Kaleido, l'épargnitude qui en fait plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et cette semaine, je crois que je vais couvrir un sujet qui s'adresse, oui, aux parents de tout-petits, mais si vous avez des enfants plus vieux, je vous invite vraiment à y prêter oreille parce qu'on va parler des écrans. Les écrans, oui, la télévision, mais on va bifurquer, vous allez voir, vers les tablettes, les jeux vidéo. On est en 2022. Faut pas non plus se mettre la tête dans le sable puis penser que nos enfants vont jamais être en contact avec les écrans. Mais comment viser une saine utilisation des écrans? On le sait qu'en très bas âge, ça peut avoir des impacts importants sur leur cerveau. En même temps, ils ont envie de l'écouter puis soyons honnêtes, là, un peu de télé, un film, des fois comme parents, ça nous permet d'avoir une petite pause ou ne serait-ce que de faire la vaisselle pendant qu'ils font autre chose. Donc, cette semaine, je trouvais intéressant de discuter, oui, avec deux professionnels, mais j'ai même ajouté un troisième expert pour essayer d'avoir un point de vue le plus large possible sur l'utilisation de ces écrans. J'en discute avec Catherine Parent, qui est créatrice de contenu éducatif pour la clinique L'Intervenant. Également, Caroline Gendreau, qui est orthophoniste. À quel point le fait que les enfants soient stimulés par les écrans, ça peut avoir un impact aussi sur le langage. Oui, ils apprennent de nouveaux mots, peuvent même entendre une nouvelle langue, mais c'est de façon passive. Est-ce que ça aura un impact positif ou négatif sur l'évolution du langage? On va en discuter. Et j'ajoute à notre table Mathieu Arcan, qui est le fondateur de Gamer Mentor. Gamer Mentor, vous allez découvrir c'est quoi aussi dans le segment Coup de cœur. C'est vraiment un service, j'allais dire révolutionnaire, formidable, pour accompagner nos jeunes avec les jeux vidéo. Mathieu, il dit, est-ce que vous enverriez, par exemple, jouer au hockey vos enfants sans casque, sans entraîneur, sans supervision? Jamais. Mais pourquoi on le fait avec les jeux vidéo? Lui, c'est encore un gamer. Il aime les jeux vidéo. Mais il n'a pas nécessairement, entre guillemets, mal tourné pour autant. On a souvent tendance à diaboliser les jeux vidéo, puis je peux comprendre. Il y a tout le côté clavardage qui est pas toujours évident. Il peut y avoir de l'intimidation. Il y a plein de choses. Mais justement, si nos enfants s'intéressent aux jeux vidéo, pourquoi pas utiliser ça comme une brèche pour nous, les parents, s'intéresser à ce qu'ils font? Pourquoi pas, justement, utiliser ça pour les initier à l'intimidation, leur expliquer que c'est pas une bonne façon de faire. Et avec son service de gamer mentor, il veut mentorer, encadrer les jeunes là-dedans pour une pratique saine des jeux vidéo, comme tout autre passe-temps. Alors, on va vous faire découvrir son service dans le segment Coup de cœur. N'hésitez pas également à aller le suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez les coordonnées au bas de la publication parce que vraiment, je pense que c'est un service qui peut aider et éveiller bien des familles là, concernant les jeux vidéo. Vous le savez, le but, c'est que, ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour à vous trois. Merci d'être là pour aborder, je pense, un sujet si important qui questionne tellement les parents. Après la saison 1, on m'a écrit justement pour me parler des écrans. Et là, je parle des écrans au sens large. Je ne suis pas une professionnelle comme vous, mais j'ai fait de la recherche et on classifie, si on peut dire, les écrans dans trois grandes catégories. On parle d'écran de travail, mais donc l'ordinateur peut servir d'écran de travail si on s'y connecte justement pour faire des courriels ou autre. Les enfants ont été aussi amenés à se connecter durant la pandémie. Les écrans de loisirs, donc ça peut être la télévision également, et les écrans de socialisation. Mais d'abord, pour nos tout petits, si on regarde le 2 à 6 ans, on parle qu'un temps d'écran global devrait être de 2 heures par jour. Croyez-vous que c'est réaliste en ce moment? En fait, je pense que
on peut arriver à le faire avec un encadrement qui est très serré, sans se comparer aux autres. Tu sais, mettons une famille qui voudrait vraiment là, à la lettre suivre 2 heures par jour, mais comme tu le disais tantôt, là, avant qu'on soit en onde, c'est sûr que 2 heures, on a un film de Walt Disney puis c'est terminé. Mais c'est ça. Donc, si l'enfant veut utiliser un petit peu les écrans le matin, puis que le soir, on a prévu une soirée cinéma, ben là, on a dépassé. Exactement. Donc, je pense que c'est vraiment une planification très serrée. Puis c'est aussi d'évaluer comme parent, hein, tu sais, la réduction de méfaits. OK, ça se fait pas juste avec les adolescents puis les adultes. La réduction de méfaits, ça se fait aussi avec les tout-petits. Puis il faut aussi pas se mettre trop de pression comme parent à se dire « Oh my God, ce matin, il a regardé 30 minutes de Pat' Patrouille, puis là, ben ce soir, c'est vendredi, c'est notre soirée popcorn avec le nouveau film qui sort pour enfants. » Ben c'est pas grave, là. Si une journée, il a dépassé le 2 heures, tu sais. Je pense que les écrans deviennent problématiques, surtout quand il y a un bris de fonctionnement qui va s'installer. Mais est-ce que les écrans, là, on parlait de Pat' Patrouille, de d'autres épisodes, on le sait, des fois, là, ça va vite à l'écran, ça bouge vite. Est-ce que ça peut quand même amener une surcharge sensorielle et on va s'en rendre compte chez notre tout petit? Parce que j'imagine que c'est pas tous les enfants qui réagissent pareil. Effectivement. C'est pas tous les enfants qui réagissent de la même façon à la consommation des écrans. Il faut voir aussi peut-être c'est dans quel but que l'écran est utilisé. À la maison. Est-ce que... Puis, il ne faut pas oublier que l'écran va être utilisé aussi à l'école. Moi, je travaille en milieu scolaire et des fois, les écrans sont utilisés pour faire les leçons. Ça peut être en classe. Il y a des enseignants qui en utilisent plus, au service de garde. Puis là, l'enfant arrive à la maison. Puis il va encore utiliser les écrans. Fait que c'est de voir un petit peu c'est quoi le but derrière ça. Est-ce qu'on veut amener l'enfant à se calmer? Dans ce cas-là, est-ce qu'il y a d'autres avenues? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'on peut organiser? Quand on parle d'un 2 heures là, par jour, lui, il sait qu'il a le droit à son 2 heures par jour. Puis justement, quand il est à l'école, ben, c'était pas du temps agréable pour lui à l'école nécessairement d'être sur les écrans. Fait que l'injustice ça peut venir créer chez l'enfant. Puis la crise aussi peut venir de ça. Une petite valeur de justice qui est pas qui est brimée. Là, ouais, ben c'est ça. Là, fait que effectivement, c'est dur à gérer. Puis même que Pose ton écran avait sorti un article que même pour les parents, c'est stressant parce que beaucoup les enfants en moins de 6 ans copient le comportement de leurs parents. Mais oui, on a notre téléphone. Exact. Fait que s'ils voient les parents sur le cellulaire, ben, ils sont comme pourquoi toi t'as le droit, moi j'ai pas le droit. Puis après ça, c'est d'expliquer que ben toi à ton âge c'est 2 heures parce que si, puis là tu rentres dans du très technique. Ben, souvent ils nous écoutent plus rendus là. Exact, c'est ça. Puis effectivement, je pense que c'est de pas se mettre de pression, puis de pas parce que ce qui est dépeint par les écrans, c'est beaucoup d'anxiété. Je pense que c'est beaucoup anxiogène pour les parents. Fait que c'est de rabaisser ça, puis justement de ne pas y aller au jour le jour, mais plus dans la globalité. Là. Comment ça va? Parce que j'ai l'impression qu'on a toujours le rôle de méchant. Souvent, les enfants, ils regardent pas nécessairement qu'on leur a donné la permission. Ils vont regarder le moment où on a dit « OK, c'est assez ». Et si je prends l'exemple à la maison, parfois, on va prêter le téléphone ou la tablette. On leur dit, exemple, 5 minutes. OK, il reste 2 minutes. Il reste 1 minute. Mais la crise, elle arrive quand même s'ils ont été prévenus. Est-ce que de votre expérience clinique, justement, le fait peut-être qu'il est dans les mains, c'est ça qui soit plus difficile? Parce que nous, on le vit, puis il y a des gens qui m'en parlaient. La proximité, on dirait, avec la tablette versus la télévision, c'est différent. Bien, je suis d'accord qu'il y a un aspect de possessivité à moi, tu sais, le petit téléphone, le iPad, la tablette. Mais tu sais, il faut aussi juste se dire que les technologies ont évolué et on a adapté nos comportements à cette évolution-là. Ramenez-nous en 1989, la bataille de la manette avec notre frère, notre sœur, la crise du retrait de la manette, maman qui enlevait les batteries dans la manette. On faisait une crise autant qu'aujourd'hui à un enfant qui t'enlève l'iPad puis le téléphone. C'est vrai. Je pense qu'il faut pas démoniser actuellement ce qui se passe avec les écrans. Souvenez-vous aussi, nos parents trouvaient qu'on écoutait trop de télé. C'est sûr. Le canal famille. Exactement, passe partout. Ben oui. Tu sais, Ciné-Cadeau. Moi, j'en ai passé là, des longues heures pluguées là, sur Ciné-Cadeau quand j'étais petite. Puis c'est drôle parce que comme parents aujourd'hui, puis je sais pas si les autres parents qui nous écoutent vont penser comme moi, mais moi, j'ai tendance à trouver ça moins pire quand mon fils est devant un film que plutôt que devant un jeu vidéo ou sur son téléphone. Honnêtement, j'ai tendance à trouver ça plus sain.
alors que ça demeure un écran quand même. Fait que je pense que comme parent, il faut aussi s'écouter dans ses propres valeurs. Tu sais, ce que la maman d'à côté a fait avec son enfant, mais c'est ses propres valeurs à elle. Puis je suis sûre que c'est une aussi bonne maman. Ouais. On fait ce qu'on peut, puis on fait de notre mieux avec notre subjectivité, hein, avec notre vécu, notre bagage, notre éducation à nous. Il n'y a personne entre nous quatre qui a été éduqué de la même façon. Non. Fait qu'on éduque, c'est sûr, pas nos enfants de la même façon. Ouais. Limite, même, on n'interviendra pas avec notre petite clientèle de tout petit de la même manière. Puis je pense qu'il faut beaucoup moins se juger aussi par rapport à ça, puis se dire, puis faire vraiment là, un examen de conscience en se disant, OK, qu'est-ce qui pour moi, comme maman, en qui j'ai confiance en mes moyens de maman. Qu'est-ce qui, pour moi, est acceptable comme écran? Moi, mon garçon jouait pas à Fortnite avant l'âge de 10 ans presque. Il y en a d'autres qui jouent à 6 ans. Mais on est l'expert de notre enfant. On n'est pas l'expert de tous les enfants. Ça, c'est clair. Mais justement, Mathieu, j'aimerais ça t'entendre là-dessus quand Catherine dit on a l'impression des fois que c'est moins pire, si je peux utiliser cette expression-là, d'écouter un film que de jouer aux jeux vidéo. Pourquoi les jeux ont aussi mauvaise presse, selon toi? Ben justement, ils ont mauvaise presse. C'est pour ça, en fait. On parle souvent, ben tu sais, c'est classique, là, je pense qu'on parle plus souvent des histoires un peu d'horreur ou qui font peur que les belles histoires avec les joueurs de jeux vidéo, là. Tu sais, moi, quand j'étais adolescent, c'était World of Warcraft, puis tu sais, c'était les gens qui perdaient leur vie à ça, qui ont fait des désintox. Mais d'un autre côté, il y a des super belles histoires. Tu sais, il y a des gens qui ont rencontré leur conjointe sur ce jeu-là, tu sais. C'est vrai. Effectivement, il y a toujours deux revers à une médaille, il faut regarder les deux côtés. Puis je pense que c'est pour ça, puis ça stresse les parents. Puis, veux pas, une émission de télé, effectivement, t'es beaucoup moins actif que quand tu joues. Le fun aussi est peut-être moins grand. Fait que la crise peut peut-être être plus grosse quand on enlève le jeu vidéo. Tu sais, veux pas, effectivement, on parle pour le mauvais parent, là, mais c'est parce que tu coupes le fun, là. Ouais. Le plaisir. Même quand ils jouent dehors puis on leur dit de Non, rentrer, c'est ça, quand t'es le exact. premier de la gang à rentrer, c'est vraiment C'est pas plate. agréable. Exact. Oui, exact. Tu sais, c'est une question d'encadrement. Tu sais, c'est les 5 C, là, la communication, la confiance, la cohérence, la conséquence, la congruence. Ça, c'est vraiment, nous, on travaille beaucoup là, à l'intervenant, là, basé sur cette approche-là que Pierre a mis beaucoup de l'avant, les fameux 5 C. Mais tu sais, c'est juste important. Jouer aux jeux vidéo, là, ils vont tous y passer. Et on peut pas s'en sauver. Est-ce qu'on peut dire que s'intéresser à ce qu'ils font, justement, les accompagner? Là, on parle de jeux vidéo, mais ça m'amène même les réseaux sociaux parce que, je veux dire, il faut s'intéresser à ce qu'ils font parce qu'on pourrait avoir des surprises. Exactement. C'est de jouer aussi avec son enfant. Tu sais, souvent, les parents, on va juger un jeu parce qu'on en a entendu parler. Mais des fois, quand tu te mets à jouer aux 10 jeux, là, tu vois, est-ce que ça cadre vraiment avec mon enfant? Est-ce que ça peut y apporter des choses? Tu sais, c'est sûr que je pense que, tu sais, les jeux grandissent avec l'âge des enfants. Tu sais, les enfants, ils se développent, tu sais, de façon différente. Hein, il n'y en a pas un de pareil. Mais, tu sais, comme tu dis, ça apporte aussi des belles histoires. Tu sais, moi, au début, Minecraft, je voyais ça comme une espèce d'affaire, une bébite étrange que je connaissais pas parce que, tu sais, moi, la dernière fois que j'ai joué aux jeux vidéo, puis je t'en avais parlé, là, tu sais, moi, j'avais une Nintendo 8-bit. Tu sais, fait que on s'entend que je suis comme très, très Ça ressemble archaïque. moins le graphique que Minecraft. Ben, c'est ça. Oui, mais tu sais, je trouvais ça bien étrange. Puis finalement, mais là, je me rends compte, waouh, ils construisent des choses. Ils peuvent apprendre à Il y a coder. peut-être des futurs architectes qui vont avoir été inspirés par Ben, ce c'est jeu-là. des Lego. Oui. Exactement. C'est des Legos, mais Lego virtuels. en forme de Virtuels. jeux vidéo. Fait que je pense qu'il y a aussi de dire, OK, tu sais, pour pas avoir le rôle tout le temps du méchant, comme tu dis, c'est d'aller chercher ce qu'on pourrait trouver de positif puis de capitaliser là-dessus avec notre enfant. Construire. Mais Caroline, j'aimerais te relancer maintenant. On parlait beaucoup d'écran passif, même le jeu vidéo à la limite. Parfois, il y a des sessions de clavardage, mais bon, il peut y avoir le micro, mais quand ils sont petits, c'est moins utilisé. Au niveau du développement du langage, si notre enfant est très, très, très souvent exposé aux écrans, mais de façon passive, qu'il n'y a pas de rétroaction, de discussion avec le parent, est-ce que ça peut avoir des impacts sur leur développement langagier? Bien justement, tu l'amènes bien. En fait, comment on développe notre langage, c'est dans l'interaction, c'est dans un lien significatif, c'est dans l'échange, dans la communication. Puis les enfants ont aussi besoin de manipuler pour apprendre le monde autour d'eux, ce qu'ils peuvent pas faire avec la tablette, avec les écrans. OK, le fait, excuse-moi, mais de toucher, là, mettons, un exemple, dans un salon de coiffeur, c'est une manipulation, mais qui n'est pas 3D, ça n'a pas le même impact. Non, puis c'est à sens unique aussi. L'enfant n'a pas de rétroaction. Tu sais, C'est vrai. si on veut aider l'enfant, par exemple, on parlait tantôt d'intérêt, de s'intéresser à ce que notre enfant aime. Si l'enfant
adore vraiment l'iPad, puis pour lui, c'est une récompense, bien, c'est sûr qu'on peut aller choisir des applications, mais là, c'est de l'accompagner là-dedans. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut développer son vocabulaire? Ah, bien là, on peut aller justement construire un salon de coiffure, puis ajouter les éléments. Mais c'est ça, c'est de voir c'est quoi notre intention derrière ça. Si l'intention, c'est de donner une pause à l'enfant, c'est correct, mais si c'est de développer son langage, c'est plus dans l'interaction, ça se fait dans les jeux, ça se fait dans le 3D, ça se fait dans le quotidien. Puis ça nous prend aussi des opportunités d'interaction pour pouvoir reformuler, lui donner les modèles. Puis tu sais, même chose quand il arrive un peu plus vieux, puis là, il utilise Fortnite et tout le reste. Tu sais, le chat, ben c'est pas là qu'il va apprendre à écrire. Il faut qu'il l'ait appris avant dans des contextes significatifs où nous, en tant qu'adultes, que ce soit le parent, que ce soit l'enseignant, a donné des rétroactions. Mais ça m'amène même au vocabulaire. Hein? Parfois, dans les jeux, des fois, il y en a qui, bon, sont en anglais, pas tous, mais plusieurs. Est-ce que ça peut quand même être une façon d'être initié à une autre langue? Je ne veux pas y entendre des mots. Bon, pas toujours un langage, je dirais, approprié, tout dépendamment du choix du jeu, mais il y a des jeux où le langage est très bien, ou même des films, ils peuvent être donc initiés à l'anglais. Est-ce que ça, c'est une bonne façon, ou il faut vraiment encore là avoir une rétroaction après, sinon juste d'entendre, c'est pas là qu'ils vont... Tu sais, des fois, on se dit se faire l'oreille. Mais tu l'as nommé, il y a la qualité. C'est quoi la qualité du vocabulaire qui est utilisé? Tu sais, on parlait tantôt de certaines émissions, il y en a des meilleures que d'autres. C'est aussi la répétition. Tu sais, si le mot est dit juste une fois, 2 fois pendant, je sais pas, que l'enfant joue 1 heure, la répétition est peu significative, alors que si le mot est réutilisé, expliqué, qu'on donne plusieurs exemples, on donne des synonymes, bien là, l'enfant est capable de plus se construire une représentation. Mais si l'enfant est pas là, lui, dans une intention d'apprendre, puis qu'il y a déjà un défi langagier, c'est pas là qu'il va l'apprendre du vocabulaire. Un enfant qui est déjà allumé, puis mettons, je sais pas, il joue à Fortnite, puis c'est pas un jeu que je connais, mais là, il construit, puis là, il est intéressé, il fait de la construction avec son père les fins de semaine, mais là, peut-être qu'il va aller chercher un certain vocabulaire, mais je miserais pas là-dessus pour développer le vocabulaire. Et en terminant, j'aimerais vous entendre, on parle souvent des écrans comme récompense. Mais moi, ça m'amène sur... On a fait plusieurs autres émissions où on parlait d'alimentation intuitive. Puis on nous dit toujours qu'à la table, idéalement, il faut mettre tout sur la table. Il faut arrêter de focusser sur le dessert, sur les bonbons, sur le sucré, parce que la journée où ils n'en ont pas, pardonnez-moi l'expression, mais ils viennent fous. La journée après ça où ils en ont, ils se garochent, ils en mangent, ils en mangent. Est-ce qu'on peut dire que ce serait la même chose un petit peu avec les écrans et les jeux vidéo? Si on les promet toujours en grosses récompenses puis qu'on restreint, ben à un moment donné, on pourrait créer une espèce d'envie de compulser quand on y a accès? Ben moi, c'est quelque chose que je parle aux parents. Là, à force de limiter, est-ce qu'on vient pas justement créer... Quand quelque chose est interdit, ça devient de plus en plus attrayant. Oui, votre enfant a 12 ans, peut-être qu'en ce moment, c'est bon de limiter, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va partir en appartement, puis il faut qu'il apprenne à se contrôler tout seul. On veut pas qu'il joue jour et nuit. Exact, c'est ça, parce que... Puis si, comme il n'a pas jamais appris à régler par lui-même, c'est toujours vous qui avez mis des limites, puis qui a été sur son dos, ben est-ce que quand il va se ramasser tout seul, c'est là qu'il va comme éclater parce qu'il va pouvoir consommer autant qu'il veut, fait que c'est à double tranchant. Je pense pas qu'il y ait de réponse, encore une fois, précise. Je pense que chaque enfant est différent, chaque parent est différent. Puis c'est vraiment typique à chaque situation, mais je pense pas que de tout le temps récompenser ou d'utiliser ça comme récompense, ça soit vraiment la solution. Mais on peut les utiliser aussi. Moi, j'aime faire des traditions. Hein, on fait, mettons, les vendredis pizza film. C'est pas nécessairement une récompense, c'est une tradition. Parce qu'on le fait tous les vendredis en famille. C'est à l'horaire, ils savent. Exact. On revient de l'école, on prend tout de suite nos douches, on se met en pyjama de Noël, même si c'est en plein mois de juillet. On est en super mou, on choisit un film ou 2 en gang. Au pire, on s'endormira dessus. C'est correct. C'est correct. On mange une pizza dans le divan et c'est de la consommation d'écran, mais qui est plus sous forme d'une tradition. Puis je suis vraiment d'accord avec Mathieu quand il dit que si on limite trop, ça peut faire l'effet inverse. Fait que je pense que c'est d'essayer de trouver la nuance entre l'encadrement vraiment important, parce que c'est important, là. Hein, on n'est pas juste là pour dire non, tout est beau, laissez-les tout le temps, laissez vos enfants se faire élever complètement par les écrans. Là, c'est vraiment pas ça qu'on veut dire. Mais je pense que le but, en tout cas de ce que j'ai compris aujourd'hui, là, de ce qu'on dit, c'est qu'on essaie aussi d'enlever la pression un peu sur le dos des parents, parce que ça crée de l'anxiété aux parents. Et cette anxiété-là est transmise aux enfants. Et c'est là que les écrans deviennent des gros méchants. Puis là, ça devient la bête noire de la maison. C'est pas ça qu'on veut qu'il arrive. Fait que moi, je vais donner un de mes trucs chez nous. Moi, j'ai les jeudis folie. Ah, OK, ça les jeudis folie, j'aime ça. Ouais. Les jeudis folie, là, c'est on mange le dessert avant le repas si on veut. On peut prendre un déjeuner souper. Hein. Souvent, les mamans font ça. Grilled cheese. Et c'est
la semaine est presque finie. On a travaillé fort tout le monde toute la semaine. Les jeudis folie, on fait ce qu'on veut. Et là, souvent, mon garçon, qui a aujourd'hui 10 ans et demi, mais on le fait depuis longtemps. Là. Fait que, je parle vraiment de la petite enfance. Je le lâche à lousse, tu sais. Fait que là, il pouvait partir, dire « Hey, super, hein? Je vais faire du iPad jusqu'à 9h ce soir. » Qu'est-ce que... Je le laissais aller. « Parfait, Thomas, tu feras du iPad jusqu'à 9h ce soir. » Puis qu'est-ce qui arrivait? 6h45. « Maman, hein, on fait-tu un jeu? Je t'aime. » Fait que, tu sais, des fois, d'enlever la barrière puis de dire, aujourd'hui, là, si tu as le goût de faire des jeux vidéo toute la journée, bien, tu le feras toute la journée. Je vous garantis, si vos enfants là, sont capables de développer une autonomie en termes de mettre leurs limites eux-mêmes. C'est sûr que nous, il faut encadrer. Ouais. C'est sûr que tu peux pas dire à ton enfant, ben toi, ta période d'écran, la semaine, quand il y a de l'école, c'est le 30 minutes que je prépare le souper. Tu le tiens 2 jours, puis après ça, ben l'important, c'est d'être conséquent. Ouais, la constance. Mais d'instaurer une tradition, d'instaurer une soirée folie ou une journée folie, vous allez voir, les enfants vont trouver leur rythme à eux là-dedans, puis ils vont aussi apprendre à se faire confiance, à dire « Hey, là, j'ai mal aux yeux, je suis tannée, là, je suis tannée de jeux vidéo. » Puis faites-leur confiance à vos enfants, vous allez voir, là, honnêtement, ils sont des fois meilleurs que nous. Je suis content que tu utilises le mot autonomie, Catherine, parce que c'est exactement ça que je dis aux parents. Moi, je travaille plus avec des adolescents, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils deviennent autonomes dans leur gestion de temps de jeu, en fait. C'est à ça qu'on aspire, puis c'est pas en étant sur leur dos puis en mettant des règles. Oui, il faut encadrer, mais c'est pas tout le temps en les ramassant qu'ils vont devenir autonomes. Non, parce qu'ils se sentent inadéquats. Exact. Là, je déroge un peu des tout-petits, mais, c'est un peu comme avec la consommation, les dépendances. Hein? Quand on frappe tout le temps sur la dépendance d'une personne qui a une difficulté, ben, elle se sent tellement rabaissée dans sa confiance en elle-même qu'elle va encore plus souvent s'enfoncer. C'est là qu'elle va encore plus consommer. Exactement. Parce que c'est là qu'elle se sent bien. Ouais, puis on l'a dit tout à l'heure, un jour, ils vont quitter la maison. On veut qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent gérer une consommation qui est responsable. Je pense qu'il n'y a aucun parent qui souhaite que son enfant, justement, surconsomme et doive éventuellement se désintoxiquer des écrans. Mais quand même, comment je peux dire? Pour un parent en ce moment là, qui a des questions, son enfant de 6-7 ans, je sais pas, veut chatter sur Facebook déjà, veut des pages de réseaux sociaux, avez-vous des coups de cœur, peut-être des pistes, des comptes que vous aimez suivre pour nous aider les parents? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on peut pas avoir une bonne réponse pour toutes les familles du Québec, mais je sens vraiment qu'il y a une espèce de détresse, d'anxiété parentale en ce moment. Donc, pour les aider, les accompagner là-dedans, parce que si on leur donne, je dis n'importe quoi, 3 heures par jour à 5 ans, bien, rendu à 7 ans, on ne pourra pas leur donner 1 heure, puis rendu à 12 ans, on ne pourra plus dire c'est terminé. Là. Je veux dire, à un moment donné, c'est quelque chose qu'on inculque, puis le retour en arrière est difficile. Exact. Dans les coups de cœur, tu sais, pour les tout petits, tu sais, on sait, là, sans doute que ça va faire écho, là. YouTube, c'est vraiment très populaire. Oui. Puis moi, je suis de la génération de personnes, de mamans qui ne comprend pas que son enfant ait autant de plaisir à regarder des gens jouer aux jeux vidéo. Hein? Principalement des et gens même qui jouer avec des poupées. Fort. Moi, ma fille, Madame Récré, elle la regarde jouer. Puis je dis, mais ma puce, tu peux jouer. Non, elle regarde la madame jouer. Elle regarde la madame jouer. Puis moi, ben, j'ai un garçon qui regarde des youtubeurs français jouer ou qui regarde des chaînes que je trouve complètement débilitantes. Mais ça, c'est dans mon regard à moi. Ouais. On pose un jugement. Exact. Fait que là, moi, dans ma tête, à un moment donné, YouTube, c'était connecté à quelque chose de très négatif. Mais il y a des très belles chaînes que j'inviterais tous les parents à les consulter avec leur enfant. Par exemple, le Lama Fâché. Ah. Le Lama Fâché, c'est un YouTuber français qui donne plein d'informations un peu sur tout ce qui se passe dans le monde, sur les sciences, les sciences naturelles. Il y a aussi un jour une question. Ça, c'est vraiment le fun parce que chaque clip sur YouTube, ben, c'est une question. Par exemple, dis-moi, c'est qui Kim Jong-un? Ah. OK? Mais tu sais, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des tout-petits qui sont super ouverts sur le monde. Tu sais, ça peut être, maman, c'est quoi ce qui est Albert Einstein, ou c'est bon, on peut au moins ça met des connaissances. Exactement. Ça reste un bon moment, un moment plaisant. Oui, c'est éducatif. Puis si on y va vraiment dans le divertissement, ben moi je suis une grande fan de Cyprien. Hein? Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi, je suis une grande fan de Cyprien, qui est un YouTuber français qui fait des sketchs vraiment très drôles. Fait que, tu sais, des fois, les enfants n'ont pas tout le temps envie de se faire gaver de connaissances. Ouais. Donc, Cyprien, c'est génial. Puis dans les jeux vidéo, ben moi, ma grande
console gagnante, c'est la Switch. Je trouve que pour les enfants, c'est la console qui est la plus kids-friendly, là, qui est la plus... Ils peuvent jouer à plusieurs aussi. On peut jouer à plusieurs. On peut la transporter aisément aussi. Je trouve que les jeux sont simples. Évidemment, il y a tout l'univers Mario, mais il y a les Animal Crossing de ce monde aussi, où est-ce que tu peux construire ton île, tu vas pêcher, tu vas trouver des ressources. Donc, moi, c'est là-dessus que j'enverrai mes petits coups de cœur. Et Caroline, pour le développement du langage, est-ce qu'on pourrait rendre ça plus ludique, surtout si notre enfant a peut-être certaines barrières, justement, langagières? Est-ce que les écrans, on pourrait les utiliser positivement? Non. Absolument. Puis j'aime ce que Catherine a présenté. C'est pas des contes que je connais nécessairement, mais je trouve que c'est des belles opportunités de discuter avec l'enfant quand c'est des connaissances. Ah, tu te souviens quand nous, on est allé en voyage ou quand on est allé en camping, on a vu ça? Ou quand on y va plus avec des vidéos d'humour, ben là, on a plein de liens qu'on peut faire. Là, les enfants n'ont pas toujours accès, tout dépendant de leur niveau de développement langagier, n'ont pas nécessairement accès à l'humour, au double sens. Donc, c'est vraiment une belle occasion d'avoir une activité qui est agréable. Puis, on embarque la discussion là-dedans. Donc, ça peut être bien. On peut... Tu sais, puis là, tu nous mets tantôt, Maggie, que ta fille aime beaucoup regarder... Oui, madame qui joue avec des poupées. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, on peut le regarder avec elle, essayer de reproduire la situation à la maison. Ah, nous, comment on pourrait faire finir ça, la situation? Elle a choisi que la situation finisse de telle façon. Nous, on n'a pas de chien, donc ça pourra pas arriver. Comment on pourrait organiser notre jeu autrement? Donc, on peut utiliser les écrans de cette façon-là. Favoriser la discussion, peu importe le sujet. Voilà. Moi, je peux peut-être vous aider pour pourquoi les jeunes regardent des gens jouer aux jeux vidéo. En fait, c'est simple, c'est la même raison pourquoi on aime regarder le hockey. Puis en plus, dans le jeu vidéo, il y a personne qui va te montrer comment jouer. Fait que de regarder quelqu'un qui est meilleur que toi, c'est la seule façon d'apprendre. Je dis souvent que les joueurs de jeux vidéo, c'est des autodidactes parce qu'il n'y a personne pour leur montrer comment s'améliorer. Fait que c'est pour ça. Puis tout simplement parce que le joueur qui est là, ben... on l'aime, en fait. On aime sa personnalité. Il nous fait rire, il est drôle. Il y a des réactions par rapport à certaines choses qui se passent dans le jeu qui nous rejoignent. Ben, c'est pour ça qu'on regarde cette personne-là. C'est la même raison pour laquelle on préfère un programme à la télé, qu'on préfère une station de radio à une autre. C'est que la personne derrière le micro ou derrière la caméra, ben, il y a quelque chose qui vient nous chercher. Ah, c'est très intéressant. Merci d'avoir été là, mais exceptionnellement, je vous garde avec moi parce qu'on enchaîne tout de suite le segment coup de cœur. Pour les habitués de la hauteur de nos tout-petits, vous le savez, normalement, le segment coup de cœur, c'est un organisme, une nouvelle entreprise que j'aime vous présenter qui vient se joindre. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de ce que Mathieu fait. Ça s'appelle le Gamer Mentor. Présente-nous ce que tu fais. Je pense que ça va être la meilleure façon de mettre la table. Ben en fait, c'est simple. Le Gamer Mentor, en fait, sa raison d'être est venue de pouvoir permettre aux jeunes une possibilité de développement qui est semblable que celle des sportifs, mais pour les jeux vidéo. Fait que pourquoi semblable que celle des sportifs? Ben parce que les jeunes sont placés en équipe en fonction du jeu de leur choix. Ils ont un entraîneur, ils ont des pratiques, ils peuvent participer à des compétitions. Fait que tout ce qui est bénéfique du sport, justement, l'esprit d'équipe, d'apprendre à travailler ensemble, le leadership, la communication, on peut tout travailler ça avec le jeu vidéo. Puis on sait comment, justement, la consommation d'écran peut être nocive, puis ben dans le but justement d'améliorer puis de rendre la consommation d'écran plus saine, ben on a des ateliers de saines habitudes de vie où ce qu'on sensibilise les jeunes justement à une utilisation saine du numérique. Fait que pourquoi est-ce que de faire du sport, ça va faire de toi un meilleur joueur de jeux vidéo? Puis on s'inspire beaucoup des professionnels, justement, qui gagnent leur vie à jouer aux jeux vidéo. Oui, ils vont jouer 7, 8, 9, 10, 11 heures pendant une journée. Je veux pas si c'est leur gagne-pain. Ils n'ont pas le choix. Nous, on travaille 8, 9, 10, 11 heures dans nos entreprises ou peu importe, parce que c'est notre travail. Ben eux, c'est la même chose, sauf qu'ils vont être suivis par des nutritionnistes, par des préparateurs mentaux. J'ai fait venir un joueur québécois parler aux jeunes. Il fait du yoga le soir à 11h30 avant de se coucher pour l'aider à s'endormir. Parce ils prennent des pauses aussi. Ils prennent des pauses. Ils mangent bien. On est loin des chips et de la liqueur. Fait que c'est de leur présenter ça puis de présenter une nouvelle façon de jouer. Une nouvelle réalité peut-être. Exact. Parce qu'on n'en entend pas parler de ces modèles-là souvent. Exactement. Mettons, dans les médias traditionnels ou tout ça, c'est pas l'image qu'on a. Souvent, on voit quelqu'un un peu reclus, seul, avec son sac de chips, sa liqueur puis son micro. Mais c'est pas ça la réalité des joueurs, surtout pas des joueurs professionnels. C'est ça du tout, puis ça prend vraiment une grosse éthique de travail. Puis les joueurs, peut-être qu'ils vont avoir des mauvaises habitudes avant de se faire repêcher, mais quand ils tombent dans des équipes pro, c'est comme « Oh, OK, là, c'est parce que demain, il faut que je sois réveillé à 7h30, 8h parce que mon bus vient me chercher à 8h30. » Puis, tu sais, j'ai une routine à respecter, ce qui était peut-être pas là avant. Fait que d'apporter ça à des jeunes plus tôt, puis de leur montrer justement « Hey, c'est parce que c'est comme ça
que vous devriez jouer parce que c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Fait que si tu as le désir de t'améliorer, voici un peu la recette. T'embarques-tu? Ben si oui, nous, on va te donner tous les outils nécessaires. Puis ta clientèle est plus adolescente, là, on s'entend autour de 10, mais 12 17. 12, on a des activités pour les 10 ans. Oui, mais s'il y a des parents de tout petits qui nous écoutent, j'aimerais quand même que tu nous parles. Pour toi, là, les écrans peuvent vraiment servir de moteur de développement. Donc, si on apprend à bien les gérer dès le départ, on pourra en voir des retombées très positives. Effectivement, tu sais, juste de s'intéresser, je dis tout le temps que c'est ça, là, de s'intéresser de la même façon à n'importe quel autre intérêt que l'enfant pourrait avoir, puis de traiter ça de la même façon. Fait que, tu sais, après une période de jeu, ben qu'est-ce qui s'est passé dans ton jeu? Qu'est-ce que tu as vécu? Si, justement, la période de jeu, peut-être qu'elle finit un peu émotive, parce qu'il y a des fois des frustrations dans le jeu, ben pourquoi tu étais fâché? Tu sais, quand un joueur de hockey brise son bâton après avoir manqué un lancer, ben de lancer la manette dans le mur, moi, je vois pas de différence de comportement. C'est vrai. C'est une mauvaise gestion d'émotions, mais on les traite on les traite de façon différente. On va dire que le joueur de hockey est compétitif, qui aime pas perdre, mais le joueur de jeux vidéo, on va peut-être donner un traitement différent, alors qu'on peut utiliser, OK, mais pourquoi tu as été fâché? Qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu? Quelle valeur c'est venu atteindre? C'est-tu qu'il y a quelqu'un qui a quitté, puis que, dans le fond, il s'est pas engagé dans la partie comme toi, parce que quand tu rentres dans une partie, ben il y a des gens, des fois, qui quittent. Fait que tu te ramasses tout seul à 1 contre 3 ou 2 contre 3, ben souvent, ça finit en défaite. Puis, tu sais, si toi, tu avais à cœur de gagner, ben c'est plate. Puis c'est normal que tu sois fâché de ça. Mais comment est-ce qu'on peut utiliser ça, puis justement transformer ça de façon positive, puis de faire comprendre aux jeunes que ça va arriver, tu sais. Mais là, ton service en ce moment, là, parce que je suis certaine que ça va intéresser bien de nos auditeurs, auditrices. Donc, le Gamer Mentor, vous avez un site web, vous êtes sur les réseaux sociaux, mais est-ce que ça fonctionne pour avoir de l'accompagnement, du coaching de façon virtuelle? Là, moi, je suis à Rimouski, il y a des gens à Montréal. Comment vous fonctionnez? Exact, tout est 100% à distance, c'est virtuel. On utilise la plateforme Discord. Aucun parent connaît ça en ce moment, ce que je viens de dire. Mais si vous regardez votre jeune, parce que vous écoutez le podcast avec votre jeune, lui, il va vous dire oui, je connais ça. OK, parfait. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est pour les jeunes. Je dis souvent que c'est plug and play. Fait que, on branche la manette, puis pour eux, c'est instinctif, c'est facile. Fait qu'on peut embarquer tout de suite avec eux directement, justement, dans le coaching, puis dans qu'est-ce que eux les fait triper. Fait que oui, c'est 100% à distance. Vous pouvez rentrer en contact avec nous, justement, notre site web, lementor.gg. Puis on a du service. Si vous avez aussi des petites questions, on est super actifs là, sur Messenger, sans que vous payiez nécessairement pour nos services. Là, on va vous répondre, on va vous aider. On écrit des articles de blog aussi pour les parents, justement. C'est ce que j'allais dire. Vous avez beaucoup de contenu. Donc, Exact. si vous avez des questions, allez voir votre contenu avant. Déjà, vous allez probablement trouver votre réponse. Et sinon, on peut te contacter. Tu es vraiment généreux. Exactement. Ben oui, puis ça va nous faire plaisir. Puis, tu sais, notre but aussi, tu sais, c'est vraiment de rendre le jeu vidéo l'acceptabilité sociale autour du jeu vidéo, tu sais, de social acceptablement. Parce qu'on n'aura pas le choix. Tu sais, je veux dire, 93% des adolescents, garçons de 12 à 17 ans se disent joueurs de jeux vidéo. On ne peut pas se mettre la tête dans le sang. Exact. Puis, tu sais, ce qui est triste, c'est qu'il y en a 30% là-dedans qui n'aiment pas le terme. Fait que, tu sais, il y a des petits cœurs, justement, soignés parce que c'est mal vu. Puis moi, c'est un peu mon histoire, c'est un peu ça. Tu sais, si j'ai fondé ça, c'est parce que c'était mal vu chez nous, que j'ai des parents exceptionnels. Là. C'est juste qu'ils comprenaient pas ça. Tu sais, dites-vous que si vous, aujourd'hui, vous comprenez pas ça, il y a 15 ans, c'était probablement encore pire. C'est vrai. Puis ça fait qu'il y avait un regard sur moi qui était pas nécessairement positif à cause que je jouais aux jeux vidéo. Puis ça fait que le regard que moi-même, je portais sur moi-même était négatif. Tu sais. Puis ça, ben justement, le développement de l'estime de soi, ben c'est difficile quand tu es adolescent puis tu rentres à l'âge adulte. Fait que de pouvoir justement donner cette opportunité-là de développement puis que les jeunes se sentent valorisés puis qu'ils se sentent bien puis qu'ils soient fiers d'être gamers puis de qu'est-ce qu'ils accomplissent dans leur jeu puis de leur victoire. Tu sais, comme cet été, on a fait participer des jeunes à un tournoi puis il y a tous nos jeunes qui se sont rendus en finale, fait qu'ils ont gagné première, deuxième position, mais eux, c'était leur Coupe Stanley. Là. Ben oui, c'est clair. De voir les jeux vidéo bien encadrés, au même titre qu'un sport. Parce que tu l'as dit, s'ils avaient gagné son tournoi de soccer, de hockey, comme parents, on aurait été fiers, ça aurait été un party peut-être, invité des amis, on aurait célébré, on en parle aux grands-parents. Mais là, j'avoue qu'aux jeux vidéo, on le traite pas de la même façon. Puis c'est Stéphanie Harvey qui avait dit, c'était super intéressant, elle a dit, vous enverrez jamais votre enfant jouer au hockey ou au football sans son équipement, sans son casque, sans ses épaulettes. Mais pourquoi on envoie son enfant jouer aux jeux vidéo tout seul, sans dans une jungle, où ce qui se dit n'importe quoi, par à peu près n'importe qui, de n'importe où, puis qu'on n'est peut-être pas prêt à gérer ces choses-là non plus. C'est vrai. Wow. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Mathieu, merci à vous. Caroline, Catherine, d'avoir été avec nous. Puis vraiment, je vous invite à la maison à aller découvrir leurs univers. Vous allez retrouver les liens pour leurs réseaux sociaux et leur site web en dessous de la description de l'émission. Merci d'avoir été là.
Et voilà, c'est déjà terminé. Vous avez aimé, adoré, vous avez d'autres questions concernant cet épisode? Venez m'écrire, que ce soit sur la page Facebook ou sur le compte Instagram du balado À la hauteur de nos tout-petits, ou laissez-nous un commentaire sous l'épisode, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci tout particulier à mes invités aujourd'hui. Catherine Parent, créatrice de contenu éducatif pour la clinique L'Intervenant, Caroline Gendreau, qui est orthophoniste, et Mathieu Arcan, fondateur du Gamer Mentor. Je vous le répète, allez voir ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Vraiment, je pense que c'est intéressant et ça peut nous amener à changer nos lunettes par rapport aux jeux vidéo pour nos enfants. Un merci tout particulier à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 pour la musique. Merci à Kaleido de propulser ce balado. Je m'appelle Maggie Bélanger et ça me fait plaisir d'être avec vous afin qu'ensemble, nous soyons à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye!